Donc on allait commencer justement sur cette slide-là, donc les phases de hacking. Ça c'est un truc qu'on voit assez souvent au final. En fait, si on regarde vraiment n'importe quelle méthodologie sur du pentest ou même sur du red teaming ou n'importe quoi d'offensif en sécurité, on va toujours vouloir découper les choses en méthodologie. Et même en sécurité sur des certifs un peu plus généralistes. En réalité, c'est pas mal pratique. Parce que par exemple, sur des situations gestion de crise, t'as pas trop le temps et t'as pas forcément trop envie d'avoir à réfléchir à l'instant T, qu'est-ce que je dois faire, qu'il faut que je contacte, où est son numéro, etc. Donc généralement, tu vas avoir des documents avec des méthodologies assez précises et en fonction de la situation, tu sais directement quoi faire. T'as pas forcément trop à réfléchir, trop à chercher. Et sur du hacking et sur du pentest aussi, on fait la même chose. Alors, quand je parle de méthodologie de pentest, en fait, déjà, je pense que tous les pentesters, et tous les groupes et toutes les boîtes qui font du pentest ont leur propre méthodologie. Mais globalement, toutes les méthodologies sur du pentest et sur du hacking même, elles suivent plus ou moins les mêmes phases au final. Donc, on a toujours une phase de reconnaissance en premier. La phase de reconnaissance, c'est là qu'on va vraiment récupérer des informations sur la cible. Parce qu'avant de pouvoir faire quoi que ce soit comme attaque, même au-delà du technique, même si on fait par exemple un audit de sécurité physique, il y a du repérage à faire avant. Donc reconnaissance, c'est vraiment cette phase de repérage où on va essayer d'avoir autant d'informations que possible sur la cible. On va savoir physiquement où est-ce qu'elle est potentiellement. Si c'est une organisation, on va pouvoir par exemple aller regarder comment se passe leur sécurité physique, est-ce qu'il y a des contrôles d'accès, comment fonctionnent les contrôles d'accès, etc. Sur du pentest et sur quelque chose qui va être purement online, on va avoir des phases de reconnaissance qui sont plus ou moins les mêmes, sauf qu'on fait la reconnaissance en ligne. Donc on va aller voir quels sont les points d'entrée, est-ce qu'il y a des sites web associés à notre cible, est-ce qu'il y a des informations qui sont disponibles en ligne, si jamais on a des domaines, si jamais on a des adresses IP, etc. On va essayer de récupérer pendant cette phase de reconnaissance potentiellement des adresses IP qu'on n'avait pas avant, des domaines, des sous-domaines qu'on n'avait pas avant. Et ensuite, on va stocker tout ça. L'idée, c'est que cette phase de reconnaissance, si on la fait bien potentiellement, on va trouver plus ou moins tout ce qu'il y a trouvé sur notre organisation en ligne. Et cette phase de reconnaissance, en fait, elle est super importante parce que, en fonction de la surface d'attaque, parfois on va rater certaines choses. Parfois on va rater des sous-domaines sur lesquels il y avait des choses évidentes, sur lesquels il y avait des PHP mining qui traînaient, sur lesquels il y avait des interfaces d'administration qu'on a ratées, sur lesquels il y avait des informations qui auraient pu nous être utiles par la suite. Donc la phase de reconnaissance, pour le coup, elle est très importante et on la voit vraiment dans toutes les méthodologies. Après la phase de reconnaissance, on a souvent une phase de scan. La phase de scan, c'est vraiment la phase où on fait du Nmap au final, en fait. On va vraiment, une fois qu'on a des adresses IP, qu'on a des domaines, etc., on va faire du scan, réseau, on va essayer de trouver des ports, on va essayer de trouver des services qui écoutent sur ces ports, on va essayer de trouver des numéros de version. Ensuite, on a une phase de gain d'accès, donc on a trouvé des machines sur Internet, on a trouvé des noms de domaine, on a trouvé des plages d'adresses IP potentiellement, on a trouvé des sites web, on a trouvé des CMS potentiellement, des interfaces, etc. À partir de ça, on va se servir de ces choses-là, de ces informations qu'on a récupérées pour avoir un premier accès sur les machines cibles. Donc phase de gain d'accès, donc on essaie de récupérer vraiment un premier accès. On essaie d'avoir globalement en fait d'avoir accès soit un premier invité de commande sur une machine, soit directement un accès comme avec VNC, avec TeamViewer, où on va avoir accès à un bureau sur une machine. Une fois qu'on a fait cette phase de gain d'accès, on peut potentiellement avoir une phase d'élévation de privilèges. Donc, l'élévation de privilèges, c'est un gros sujet en sécurité. Le principe de l'élévation de privilèges, c'est qu'on va passer du compte qu'on a eu en premier à un autre compte qui a des privilèges un petit peu plus élevés. Ensuite, on a une phase de maintien d'accès, parce qu'effectivement, parfois, il arrive sur du pentest ou sur des exploitations qu'on ait un chemin d'exploitation, on utilise un exploit particulier qu'on a trouvé sur Internet, sur une vulnérabilité très particulière, sur un service en particulier. Si jamais je veux me reconnecter 2 semaines après, si jamais c'est un audit plutôt long, je ne vais pas forcément m'embêter à refaire cette chaîne d'exploitation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un accès persistant. Ça peut être aussi d'avoir des backdoors qu'on va mettre quelque part, des portes dérobées pour pouvoir se connecter par la suite. Et ensuite, on a théoriquement la phase d'effacement de traces. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours aussi, comme je vous disais, c'est pas obligé de faire toutes les phases quand on est sur cette méthodologie-là de hacking. L'effacement de traces, c'est effectivement, comme je vous disais, on a créé des comptes utilisateurs, on a mis des backdoors sur les machines qu'on a compromises. C'est quelque chose qui peut potentiellement être trouvé par quelqu'un. Quelqu'un peut remarquer potentiellement qu'il y a un compte administrateur en plus au bout d'un moment. Donc généralement, on essaye de faire en sorte que ces accès qu'on a créés là, on les garde pas trop longtemps. Donc, globalement, tout ce qu'on va pouvoir retirer comme information qui nous concerne et qui concerne notre activité sur les machines, on va le faire au final dans cette phase-là. Alors, c'est une méthodologie qui est très, très guidée, qui est très stricte au niveau du découpage des phases. En réalité, même quand on est sur une méthodologie de pentest qui va être assez similaire à ça, quand on est sur un pentest, on ne va pas forcément suivre ces phases-là avec la même temporalité exactement. Parfois, on retourne à la phase de reconnaissance parce que, à l'aide d'un nouveau scan, à l'aide d'un gain d'accès aussi potentiellement,
on a trouvé des nouvelles machines, donc on va repartir sur de la reconnaissance, repartir sur du scan. Donc potentiellement, c'est un processus qui peut être récursif, où on peut vraiment revenir dans le temps, recommencer, et après repartir sur les mêmes phases qu'on a par la suite. Donc, phase de reconnaissance, là globalement, c'est plus ou moins les mêmes informations que ce que je vous donnais, c'est le détail de chacune des phases. Donc l'objectif de cette phase, c'est vraiment de récupérer autant d'informations que possible, surtout. Alors si jamais on est sur un audit qui intègre de l'ingénierie sociale, on peut aussi récupérer des informations sur les employés, sur les politiques internes, sur les noms de domaine pour le technique, sur les réseaux, et globalement tout ce qu'il y a de technique et qui peut être intéressant. Et on distingue aussi deux manières de faire de la reconnaissance. On a la reconnaissance dite active et la reconnaissance dite passive. Globalement, quand on parle de quelque chose d'actif, on va en fait faire des requêtes vers les serveurs de la cible. Donc par exemple, si ma cible c'est easycouncil.org, si jamais moi, depuis ma machine, j'ouvre dans mon navigateur easycouncil.org, il y a une requête qui part de ma machine vers easycouncil.org, et du coup sur le serveur d'easycouncil.org, il y a mon adresse IP qui est loguée quelque part. Donc ça, typiquement, c'est actif. La reconnaissance passive, par contre, je vais juste aller sur Google et je vais, par exemple, regarder en cache ce que j'ai. Mais je ne vais pas directement faire de requête vers easycouncil.org. Je vais juste regarder ce qu'il y a sur des moteurs de base de données, sur des moteurs de recherche, et je vais fouiller dedans, mais je ne vais pas directement faire de requête vers la cible, et ce n'est pas quelque chose qui pourra théoriquement être logué. Donc ensuite, on a la phase de scan. La phase de scan, c'est ce que je vous disais. Quand on parle de phase de scan sur de la méthodologie offensive, c'est très généralement des phases de Nmap au final, ou autre scanner qui fait plus ou moins la même chose. Mais Nmap est tellement répandu que moi, c'est vraiment ce que j'appelle les phases de Nmap, quoi. Parce qu'on va faire du scan, on va utiliser Nmap pour faire un scan sur des réseaux locaux pour trouver des machines. On va faire du Nmap pour trouver des ports ouverts sur ces machines, donc des points d'accès potentiels. Et une fois qu'on a fait ça, on va potentiellement utiliser Nmap aussi pour trouver des numéros de version, des services, etc. La phase de gain d'accès, qui est vraiment pour le coup la phase d'exploitation pure. On parle aussi de phase de système hacking, de phase de hacking aussi, en fonction des méthodologies. Je pense que les noms sont assez explicites, c'est la phase d'exploitation au final en fait. C'est là où vraiment on va mettre un premier pied dans la porte pour essayer de rentrer sur l'infra de notre cible au final. Donc au niveau de la méthodologie, on va avoir du cassage de mots de passe, des buffer overflow, du session hijacking, de l'exécution de code à distance, et ça la RCE, mais bon, ça on en parlera par la suite, il y a des modules à part entière pour ça. La phase de maintien d'accès, donc comme je vous disais, en fait, à chaque fois on ne va pas s'embêter à chaque fois reprendre le même chemin pour l'exploitation, parce que ça prend du temps, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément stables. Parfois, il y a des exploits qui fonctionnent que sur un temps limité. Et aussi parce que c'est des choses qui font du bruit potentiellement. Si jamais on a des exploits qui créent beaucoup de fichiers, ou qui utilisent beaucoup de RAM, ou qui utilisent beaucoup d'espace disque, c'est des choses qui vont être repérées assez rapidement, donc on évite de le faire trop de fois. Donc généralement, on se crée un accès qu'on va utiliser pour la suite. Et ensuite, la phase d'effacement de traces. Donc là, à partir de là, une fois qu'on a eu notre accès, on va essayer de récupérer, de retirer les traces qu'on a laissées dans les logs, dans les historiques, dans les événements, etc. Maintenant, on va parler un petit peu du ethical hacking. Il y a une différence entre les deux, c'est que le ethical hacking, c'est vraiment plus la partie métier au final. Donc le ethical hacking, c'est le fait d'utiliser vraiment les mêmes outils, les mêmes techniques et les mêmes méthodes, exactement que des vraies personnes qui sont malveillantes et qui vont vouloir s'introduire sur des systèmes, mais sauf que nous, notre objectif, ça va être d'identifier des vulnérabilités qui sont exploitables sur un système. L'idée, c'est que le ethical hacking, avec cette méthodologie-là, en fait, on essaie de simuler de manière aussi réaliste que possible l'impact d'une menace sur un réseau, sur une infra, sur un système, sur un logiciel. L'idée, c'est vraiment de se dire, sur du réel, réalité en conditions réelles, si quelqu'un vraiment voulait attaquer mon réseau, voulait attaquer mon site, voulait attaquer mon infra, qu'est-ce qui se passerait ? Moi, c'est quelque chose que je résume en disant que voilà, ça permet à une organisation de répondre à la question: que peut faire un hacker sur notre système et quelle est notre capacité à détecter une activité intrusive. Parce que parfois on se rend compte qu'il y a des clients qui payent pour des choses, qui payent pour des services, et en fait ça se contourne vraiment en quelques minutes pour quelqu'un qui fouille un petit peu ou qui connaît un petit peu la technologie derrière. Donc ça permet de savoir vraiment quel est le niveau de sécurité du client, mais aussi de savoir est-ce que les sécurités qui sont mises en place, est-ce qu'elles fonctionnent réellement, est-ce que l'argent qui est mis dedans au final, ça vaut vraiment le coup. Alors ça pareil, ça c'est des infos qui sont... j'ai repris plus ou moins les infos qui sont données par easycouncil. Donc au niveau des compétences qu'on va avoir besoin pour faire du ethical hacking, il y a besoin de compétences techniques. Donc ce qu'on nous dit, c'est connaissance étendue des principaux systèmes d'exploitation, Windows, GNU, Linux et macOS. Ça oui, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Après, on peut être un pentester spécialisé sur GNU Linux, on peut être un pentester vraiment très doué macOS, on peut être un développeur malware ou alors juste être un malware researcher sur macOS. On peut être spécialisé vraiment sur un système d'exploitation particulier, c'est pas impossible. Par contre, c'est vrai que de manière générale, pour faire du pentest, c'est quand même plus pratique d'avoir au moins des bonnes connaissances sur les trois. Parce qu'au final, on s'adapte au client et c'est pas le contraire. Quand on a un client qui a
sur ces postes de travail des personnes qui ont des machines macOS, des machines Windows et qui a des serveurs avec des machines Linux, c'est difficile de dire aux clients, les machines Windows, en fait, moi je sais pas, je vais pas y toucher. Ou alors les machines macOS, pareil, je vais pas trop y toucher. C'est mieux quand même de pouvoir être proficient sur tout, ou alors de faire partie d'une équipe où on a des personnes qui ont des skills différents. Aussi connaissance étendue des concepts et technologies actuelles, matériel et logiciels, ça aussi c'est quand même assez basique, mais oui, évidemment. Et connaissance étendue des concepts de la sécurité informatique, ça oui ou non. C'est pas mal de pouvoir donner des bons conseils à des clients, de pouvoir vraiment savoir quoi leur dire et de pouvoir les accompagner un peu dans la remédiation. Je pense pas que ce soit nécessaire d'être pour autant très bon, vraiment sécurité défensive. Compétences non techniques, alors ça pareil, encore une fois, c'est pas moi qui me jette des fleurs, hein, c'est pour le coup ce qu'Easy Council donne principalement comme information. Grande capacité d'apprentissage, alors ça pour le coup c'est vrai, ça vraiment, mais je pense que pareil pour n'importe quoi en IT, si on veut être vraiment bon, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez important. D'être capable d'apprendre tout et n'importe quoi, ça va être vachement utile. Être capable d'apprendre des nouveaux frameworks, des nouveaux langages, surtout si on fait quelque chose qui évolue assez rapidement comme du web ou comme du mobile. Bonne compétence en résolution de problèmes, alors ça aussi, ça je pense que c'est vraiment un skill qui est indispensable pour n'importe quoi en IT, n'importe quoi en informatique et n'importe quoi sur plein d'autres boulots au final. Le client au final, ce dont il a besoin, c'est pas que je fasse du technique pour lui, c'est pas que j'aille analyser des protocoles, c'est que je règle ses problèmes. Et régler ses problèmes, parfois, c'est pas forcément uniquement du technique, c'est parfois vraiment comprendre quelle est la situation dans laquelle il est. Bonne capacité de partage de connaissances, alors ça c'est vrai. Au final, quand on fait du pentest, on se retrouve à faire énormément de rédaction, énormément d'écriture de rapports, d'écriture de documents, d'écriture de documentation par rapport à des incidents qu'il y a eu, etc. Quand on fait de la sécurité. Et si on ne sait pas le faire, ça va être assez compliqué. Donc, c'est des skills qu'il faut prendre vraiment très rapidement. Bonne connaissance des standards, des lois et des régulations. Alors ça aussi, ça peut sembler pas forcément évident, mais c'est vrai que quand on fait du pentest, si jamais on ne connaît pas les lois en vigueur, on peut vite se retrouver avec des problèmes. Donc ensuite, petit point sur les contrôles en sécurité informatique. Alors c'est du gros listing, c'est une certification sur laquelle il y a pas mal de grandes listes comme ça. L'idée en fait de cette partie, c'est vraiment de vous donner, pour des personnes qui sont techniques et qui ne sont pas forcément dans la sécurité informatique, c'est de donner un petit peu, même à des personnes non techniques d'ailleurs, c'est de donner un petit peu l'idée de ce que c'est qu'un contrôle en sécurité informatique, de ce qu'on fait en défensif en fait, parce que c'est vrai que c'est une certif où on parle quasiment que d'offensif, on parle vraiment de techniques d'attaque, de techniques de scan, de techniques de reconnaissance, etc. On parle pas forcément énormément de la défense, et l'idée de ces slides-là qui vont suivre, c'est vraiment de vous donner des informations sur la terminologie qui est utilisée et sur la manière dont on fait du défensif en interne. Donc en premier, dans les termes qu'on a, on a l'IA, Information Assurance. Alors à pas confondre avec l'IA en français, ça n'a pas grand chose à voir pour le coup. L'IA, c'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dans le but de maintenir la triade CIA, donc la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité d'une information. Donc c'est vraiment, de manière générale, quand on parle d'IA, d'Information Assurance, c'est vraiment toutes les procédures, tout ce qu'il va y avoir de technique aussi qu'on va mettre en place, tous les firewalls, etc. Donc c'est l'ensemble de la sécurité qu'on va mettre en place à l'intérieur d'un système quel qu'il soit. Ensuite, on a les SMSI. SMSI, c'est vraiment une combinaison de politiques de sécurité, de procédures, de standards et de recommandations qui ont pour but d'établir un niveau de sécurité donné. Alors dit comme ça, c'est pas forcément très précis. En réalité, un SMSI, c'est généralement de la documentation qui donne justement directement des politiques de sécurité, des procédures, des standards, etc. Donc c'est une grosse documentation qui donne des informations sur ça et qui permet du coup d'atteindre un niveau de sécurité spécifiquement donné par rapport à nous, la documentation qu'on a suivie. Alors, comme exemple de SMSI qu'on va avoir, on a par exemple les certifications de standardisation ISO 27001 qui permettent du coup de définir une gestion du risque sécurité qui va être économiquement viable pour une organisation. Et du coup, il faut qu'on suive du coup un ensemble de politiques de sécurité, de procédures, il faut qu'on suive ce standard-là en particulier, qu'on suive certaines recommandations sur nous, notre sécurité en interne en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, pour pouvoir attester qu'on a un niveau de sécurité donné. Voilà. Alors, concept aussi qu'on voit assez souvent sur un peu tout en sécurité, la defense in depth ou défense en profondeur. Le concept de defense in depth, en fait, est de défense en profondeur en français, même si je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui utilise comme ça. Il est assez simple. L'idée, c'est qu'on ne va pas avoir juste une seule contre-mesure, juste une seule défense pour protéger un point d'entrée potentiel. On va en rajouter plusieurs, comme plusieurs couches par la suite. Comme ça, si jamais il y en a une qui venait à être faillible un jour, potentiellement, il y en a d'autres qui vont être là pour assurer la protection.
Alors aussi, quelque chose qu'on fait assez souvent en interne dans des grosses entreprises, quelque chose qui peut aussi parfois faire partie du pentest, on a l'évaluation et la gestion des risques. Donc l'évaluation et la gestion des risques, c'est ce qu'on fait généralement quand on fait du risk assessment, quand on essaye de prévoir du risque. Alors c'est quelque chose qui est proactif, ça vient avant le pentest à vrai dire. On essaye de savoir potentiellement et théoriquement, c'est purement théorique, qui est-ce qui pourrait nous attaquer, qu'est-ce qui pourrait être attaqué chez nous, et quelles sont les vulnérabilités qui sont liées à ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette matrice-là, on va essayer de faire de la probabilité par rapport à ça. Du coup, ça nous permet de prioriser quelles défenses il va falloir mettre en premier et quelles défenses sont peut-être moins importantes, qu'est-ce qu'il faut auditer spécifiquement, qu'est-ce qu'il faut auditer de manière un petit peu plus étendue, etc. Ensuite, la modélisation de menaces. Alors, justement, le stress assessment, comme on l'a vu juste avant, ça fait partie de la modélisation de menaces. La modélisation de menaces, du coup, c'est cette approche proactive où on va faire du théorique par rapport à qui potentiellement pourrait nous attaquer, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme incident de sécurité. Politique de sécurité informatique, globalement, c'est un ensemble de règles qu'on va mettre en place et qu'on va documenter et qu'on va donner aux employés, aux collaborateurs, qu'on va même souvent faire signer aux employés, aux collaborateurs d'une organisation. L'objectif d'une politique de sécurité, on ne se rend pas forcément compte, nous, quand on en signe une et qu'on fait partie d'une organisation. En réalité, l'objectif, alors c'est effectivement de protéger les ressources informatiques, mais ça semble assez évident, qu'il n'y ait pas d'abus. Mais c'est aussi très souvent d'éviter les implications légales en cas de mauvaise utilisation du SI. Quand on a, par exemple, au sein d'une école d'informatique, des étudiants qui vont signer une charte informatique, le but de cette charte informatique, c'est aussi de se protéger légalement pour l'école. C'est que si jamais on a des étudiants qui font un mauvais usage des ressources informatiques, si jamais on a une attaque DDoS, par exemple, qui est faite à partir d'un parc sur un campus, l'école potentiellement va s'être protégée légalement en disant l'étudiant a fait ça, on lui avait dit qu'il n'avait pas le droit, donc c'est la responsabilité de l'étudiant qui est en jeu. Voilà. Alors protéger effectivement des informations confidentielles du partage non autorisé, ça fait partie potentiellement des politiques de sécurité. Définir et limiter les droits des utilisateurs d'un système d'information, effectivement, oui, ça reste quand même la base d'une politique de sécurité. Alors sécurité physique, c'est quelque chose dont on parle pas forcément très souvent. C'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus négliger. Alors, sécurité physique, ça inclut quelqu'un qui rentrerait physiquement dans des locaux, quelqu'un qui viendrait, par exemple, planter un Raspberry Pi dans un local en vraiment contournant des contrôles d'accès, en se faisant passer pour un employé, etc. Ça inclut des dégradations, quelqu'un qui vraiment va volontairement venir dans un local et voler ou casser des machines. Mais typiquement, comme je vous disais, en fait, la triade CIA, c'est vraiment le truc qui permet de définir ce qu'est la sécurité informatique au final. Donc la triade CIA, c'est 3 aspects de l'information qu'on va chercher à protéger, donc la confidentialité, l'intégrité et availability en anglais, donc la disponibilité. Donc c'est pour ça qu'au final, une attaque DDoS, ça fait partie des incidents de sécurité informatique, mais c'est pour ça que aussi potentiellement, si on a des travaux, quelqu'un qui fait de la perceuse à côté d'une baie sur laquelle il y a des serveurs, qui fait vibrer les disques et qui dégrade des informations dessus ou qui dégrade les disques directement, potentiellement ça peut rentrer dans le cadre d'un incident de cybersécurité. Parce que ça fait partie de la sécurité physique et c'est ce type d'incident c'est à gérer comme des incidents de sécurité. On a la gestion des incidents. Alors typiquement, quand on a un incident de sécurité quel qu'il soit, généralement, on a un type de politique de sécurité qui se met en place, qui est la gestion des incidents. Incident response en anglais ou incident management. Il y a un ensemble de documentation qu'on va établir généralement dans une grosse organisation pour savoir... Comme je vous disais, en fait, quand on est sur des situations où il faut réfléchir rapidement, on évite généralement en sécurité informatique de laisser des personnes prendre des décisions. Donc on fait en sorte que tout soit déjà écrit et qu'on ait juste à suivre des instructions simples et bien définies. Donc gestion des incidents, incident management, incident response, globalement c'est toutes ces choses-là. C'est définir qui fait partie de cette équipe-là, qui doit gérer les incidents au final. Gestion des vulnérabilités. S'il y a une grosse vulnérabilité par exemple qui est découverte sur quelque chose qu'on utilise, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on avait eu la vulnérabilité Log4j qui était sur un système de logging d'un des composants du langage et de la machine virtuelle Java. Il faut quand même qu'il y ait une procédure qui soit mise en place pour dire nous, on utilise ce système de logging-là, quelqu'un peut l'exploiter, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dégrade le service? Est-ce que je vire cette fonctionnalité-là? Est-ce qu'on laisse la fonctionnalité mais on surveille tout, etc. C'est des décisions qui sont bien à prendre en amont, savoir avant que la situation se présente. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va le gérer, etc. Gestion des ressources du SI, alors ça aussi effectivement c'est quelque chose qui peut être géré par ces équipes-là. Mise en place de tests, de logs, mise en place d'alertes, etc. Procédure en cas d'alarme incendie ou d'alerte autre. Voilà. Globalement, n'importe quel incident qui peut être lié à la sécurité, ça va être ces équipes-là qui vont le gérer. Les responsabilités de ces équipes-là, c'est effectuer les actions définies dans le PRI. Alors PRI, pour le coup, si vous ne l'avez
pas déjà entendu, ou pareil, DRP aussi, qu'on voit assez souvent pour Disaster Recovery Plan. PRI, c'est plan de réponse aux incidents. C'est des choses qu'on voit assez souvent quand on lit de la documentation interne aux organisations, quand on lit des contrats aussi. Quand on passe un contrat, par exemple, avec OVH, commande un load balancer, quand des choses comme ça, généralement, ils donnent des informations par rapport à leur PRI ou par rapport à leur DRP pour expliquer que eux, ils gèrent ces risques-là de manière intelligente. Ils ont de la visibilité sur ça. Ça donne des informations aux clients sur à quel point c'est fiable ce qui est mis en place de l'autre côté. Donc, s'assurer de la fiabilité des contrôles qui sont déployés, analyser les événements pour déterminer l'étendue des dommages. Et enfin, si nécessaire, demander le support des autorités locales, effectivement. Techniquement, c'est le rôle de ces équipes-là. C'est vrai que c'est souvent difficile de savoir quand on est sur une organisation. Si dans votre boîte, là, actuellement, il y a un incident de sécurité, qui doit appeler la police au final ? Qui doit prévenir qui d'ailleurs ? Alors, petit point, le machine learning dans la sécurité informatique. Alors, c'est un point qui a été rajouté pour la V11, la certification. Ils l'ont rajouté, honnêtement, un peu pour rajouter le buzzword de machine learning au sein de leur formation. Après, c'est un vrai sujet. C'est important d'en parler, je pense, parce que maintenant, il y a énormément de solutions en sécurité qui utilisent du machine learning. C'est un très bon outil en soi, le machine learning, pour de la reconnaissance et pour la sécurité informatique de manière générale. Parce que ce qu'on a sur des réseaux de neurones actuellement, c'est qu'on a des algorithmes qui sont capables, de manière très efficace, vraiment de découper des caractéristiques sur des gros jeux de données. Donc ça peut servir pour reconnaître à partir d'une photo quel animal on a sur la photo, par exemple. Ça peut être très pratique pour générer aussi des images. Ça peut être aussi très pratique pour reconnaître sur des grands jeux de paquets qui vont transiter sur un réseau, reconnaître lesquels sont potentiellement malveillants, sans avoir pour autant à fouiller dedans, à savoir précisément quel est le protocole utilisé, connaître le protocole, juste en ayant analysé une grande quantité et en ayant déjà classifié des paquets comme potentiellement malveillants, on va pouvoir comme ça découper des caractéristiques de paquets qui vont être potentiellement malveillants et automatiquement, plus ou moins, reconnaître du comportement malveillant sur du réseau, même sur des réseaux sur lesquels il y a énormément de machines. Appliquer à des trames ou des paquets réseau à du code potentiellement, des signatures comportementales, on permet d'automatiser et d'affûter de la classification d'activités en bénignes, dangereuses ou malveillantes. C'est notamment ce que fait Defender. Defender utilise du machine learning en interne. Il y a un moteur de machine learning local qui va du coup analyser les exécutables qu'on va lancer avant qu'on les lance. C'est pour ça que parfois sur Windows, quand on va lancer un exécutable, si c'est la première fois, il va mettre du temps parfois avant de nous afficher l'écran Smart Screen pour nous dire l'exécutable n'est pas forcément signé, ou alors juste mettre du temps à lancer l'exécutable. Alors là, on nous donne 2 informations sur le machine learning au sein de l'assertif. C'est très limité. C'est vraiment pour donner une idée clairement de la manière dont fonctionne le machine learning et dont on l'utilise en sécurité informatique. On a généralement 2 grands types d'apprentissage. On a de l'apprentissage supervisé. Donc, en apprentissage supervisé, on va donner du coup à notre moteur de machine learning des données qui sont déjà étiquetées, sur lesquelles on a déjà posé un label. Par exemple, sur de la sécurité informatique, on va prendre un jeu de données et on va définir que certains types de données, on va dire ces données-là, ces paquets-là, ils sont malveillants. Et on va nous-mêmes du coup déjà donner des informations par rapport au paquet. Et ensuite, on va laisser notre moteur de machine learning s'entraîner tout seul avec ces informations-là. Et à partir de là, il sera capable de reconnaître quelque chose qui est potentiellement malveillant ou potentiellement pas malveillant sur des paquets qui vont transiter. Et on a aussi de l'apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé, du coup, on donne juste nos données à notre moteur de machine learning et il va lui tout seul découper des catégories. Et après, nous, par la suite, on va venir et dire cette catégorie-là, c'est quelque chose de malveillant. Cette catégorie-là, c'est quelque chose de potentiellement malveillant, mais on ne sait pas. Cette catégorie-là, c'est quelque chose de bénin. Donc, machine learning en sécurité informatique, on a beaucoup maintenant de solutions qui utilisent machine learning à plus ou moins bon escient, mais en tout cas, c'est clairement un outil qui est très intéressant sur ces usages-là. Sur de la sécurité informatique, il y a moyen sur la reconnaissance de code, sur la reconnaissance de trames réseau, de faire des choses hyper intéressantes. Et enfin, on finit cette partie, qui est la dernière partie non technique, partie sur les lois et les standards relatifs au ethical hacking. Alors, comme je vous disais, et si vous n'étiez pas là la dernière fois, la CIH, c'est vraiment une formation qui est centralisée, qui cible vraiment les Américains. Le succès de la CIH, ce que je vous disais, c'est qu'elle a été créée après le 11 septembre. Elle a vraiment été là pour remplir un peu un vide au niveau de la certification en sécurité informatique sur le hacking, sur le pentest, et elle a été créée pour les organisations fédérales américaines. C'était vraiment la cible et c'est vraiment le client principal d'IC Council. Et la CIH maintenant, si elle est aussi connue et si elle est utilisée et reconnue un peu partout, c'est justement pour ça. C'est parce que pour beaucoup d'organisations fédérales américaines, c'était devenu le standard, c'était la certification qu'on demandait. Mais du coup, le contenu, il a été vraiment adapté par rapport à ça. Ça se voit au niveau des technos, parce qu'on voit beaucoup de technologies qui sont utilisées en interne sur les gouvernements américains et sur
les organisations américaines de manière générale, et ça se voit au niveau de ces parties-là. En fait. La partie de loi et standards relatifs au ethical hacking ne parle pas du RGPD, alors que c'est quand même quelque chose de plutôt sympa à savoir quand on fait du ethical hacking. Même quand on fait quoi que ce soit en ligne, en fait, c'est super important. Là, on est vraiment en tunnel vision sur les États-Unis. Pareil, on ne va pas s'attarder dessus. Le but, c'est pas de les apprendre par cœur. Il y a PCI DSS. Alors PCI DSS, celle-là, pour le coup, on la voit assez souvent en ligne et il est possible même pour des devs et pour des sysadmins que vous en ayez entendu parler. PCI DSS, du coup, c'est pour Payment Card Industry, donc c'est PCI. Et DSS, c'est Data Security Standard, donc c'est leur standard de sécurité qu'ils ont créé, qu'ils mettent à jour très régulièrement. Donc c'est un standard de sécurité qui est censé être appliqué pour toutes les organisations et toutes les entreprises qui traitent des données bancaires. Alors dans les faits, c'est pas une loi non plus PCI DSS. Donc, théoriquement, une organisation et même potentiellement une boutique qui traiterait des données bancaires, une boutique en ligne par exemple, devrait respecter PCI DSS aux États-Unis, mais c'est pas requis par la loi. C'est du nice to have, mais au final, c'est pas quelque chose qui est complètement obligatoire sur un point de vue légal. Donc c'est un standard propriétaire, c'est pas un standard qui est adaptable, qui est modifiable comme on veut, comme d'autres standards, de la PCI, donc l'industrie des cartes de paiement aux États-Unis, à destination des organisations qui gèrent des données bancaires. L'intérêt, c'est qu'il y a des exigences au niveau de la sécurité qui sont effectivement assez robustes, au niveau de la gestion des informations qui sont vraiment bien faites en fait au final, ainsi qu'une documentation. Alors, pour le coup, la documentation, et je trouve que c'est ça qui est cool aussi avec PCI DSS, la documentation elle est pas mal. Et même la documentation en français, à vrai dire, elle est vraiment bien faite. Et très souvent, pour des clients qui me posent des questions, qui me demandent par exemple, on ne sait pas à quel rythme il faut faire du pentest, on ne sait pas forcément à quel rythme il faut faire de l'audit de vulnérabilité, on ne sait pas forcément comment le faire, avec qui le faire, etc. PCI DSS répond bien à ces questions. Donc ils ont des documents qui sont disponibles dans pas mal de langues, chinois, français, allemand, japonais, etc. Vous avez les révisions, celle-là par exemple, elle date de mars 2022, donc au final c'est mis à jour plutôt régulièrement pour de la documentation comme ça. Ils ont plein de petits documents, c'est assez digeste au final pour un document comme ça, c'est assez lisible et c'est plutôt cool parce que je trouve que les recommandations font vraiment pas mal de sens. Ensuite on a le standard ISO CI 27001. L'ISO 27001 c'est une norme du coup de l'Organisation internationale de la normalisation, ISO, et de la Commission électrotechnique internationale, CEI, qui sont deux organisations américaines qui font de manière générale des standards. Ils ont édité plein de standards par rapport à des protocoles, notamment par rapport à des plages de radiofréquence utilisées, par rapport à la manière d'utiliser ces plages de radiofréquence, etc. Voilà. Standard ISO 27001, du coup, c'est un standard c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un standard de certification qui définit qu'une organisation a une gestion de la sécurité qui est économiquement viable. Les points importants dans ce standard-là, c'est le économiquement viable. En fait, l'ISO 27001, elle est souvent demandée par des investisseurs ou par des grands groupes quand elles veulent investir ou quand elles veulent travailler avec des plus petites entreprises ou alors avec des entreprises quelles qu'elles soient, pour s'assurer que du coup, là où elles mettent de l'argent, au final, il n'y ait pas de gros risques de sécurité après, qui ne soient pas gérés d'une manière qui soit économiquement réaliste et du coup qu'elle perd de l'argent. En gros, le but de l'ISO 27001, c'est de dire la sécurité, elle est gérée d'une manière où la boîte va pas perdre trop d'argent a priori là-dessus. IPA pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent aussi si on se renseigne un peu sur la politique américaine. IPA, c'est un ensemble de lois. Alors là, cette fois-ci, on est sur des lois qui a été votées en 1996 qui concernent la gestion des données d'assurance maladie et de données patients. Donc IPA, c'est ce qui assure la confidentialité des données patients, notamment au niveau des assureurs, notamment au niveau des hôpitaux, des cliniques privées, des mutuelles, etc. Ça donne un cadre légal quand même par rapport à ces choses-là, ce qui n'était pas le cas avant. Avant 96, c'était plus ou moins le Far West par rapport à ça, on faisait ce qu'on voulait. Ça rajoute quand même pas mal de cadres par rapport à ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a SOX. Alors SOX, pour le coup, honnêtement, c'est la moins importante et c'est celle que j'ai jamais revue à la suite de cette certification-là. Le principe de SOX, c'est qu'elle a un peu le rôle du RGPD en France, où si jamais il y a une boîte aux États-Unis qui subit une brèche par rapport à leur sécurité informatique ou qui expose involontairement des données clients, ça va être SOX qui force les organisations à en parler et qui force les organisations et les entreprises à donner des statistiques, des informations qui sont précises et qui sont vraies par rapport aux événements de sécurité. Donc SOX a cet intérêt-là par rapport aux organisations aux États-Unis, mais sinon elle ne nous concerne pas plus que ça honnêtement sur du pentest. Ensuite on a DMCA. Alors DMCA vous connaissez forcément, c'est loi adoptée en 98, votée dans le but de lutter contre les violations de droits d'auteur. Donc c'était à l'époque, vraiment la grande époque du téléchargement. Ça a été voté pour protéger du coup le contenu qui était partagé en ligne. Aujourd'hui, il y a énormément de sites de partage, des sites de streaming, des sites de téléchargement qui sont supprimés du coup, ou qui sont en tout cas
sont supprimés des entrées DNS sur certains pays par les autorités américaines en vertu de cette loi-là qui est supposée du coup protéger le copyright américain. Et ensuite, on a FISMA qui va être notre dernière loi. Alors FISMA qui est un petit peu comme IPA, c'est assez facile à retenir en fait. FISMA, c'est un ensemble de lois et de standards et de recommandations légales qui a pour but de s'assurer de la sécurité des ressources fédérales américaines. Donc FISMA, c'est un ensemble de lois qui doivent être respectées par des organisations fédérales aux États-Unis au niveau de la sécurité informatique. Comme je vous disais, c'est fou comme The Pirate Bay, effectivement. The Pirate Bay, d'ailleurs, qui est toujours là, toujours debout, franchement, c'est assez fou. Qui tient toujours, après toutes ces années. Mais ouais. Et FISMA, du coup, dernière loi, comme je vous disais, c'est vraiment très centralisé, très américain sur le contenu. En tout cas, sur ces modules-là. Sur les autres modules, on nous parlait aussi beaucoup de technos qui étaient très centralisés sur les Fedora américains, donc sur des technos qui étaient en interne et quasiment en interne exclusivement. J'ai changé pas mal ça pour rajouter des technos open source, rajouter des technos qui sont un peu plus réalistes par rapport à ce qu'on voit. Et du coup, on a fini avec ce premier module, ça y est. On va pouvoir passer au second module qui va être un peu plus cool. Là, on en arrive vraiment au module technique. On a fini avec le module 0 et le module 1 qui sont les modules vraiment théoriques et vraiment d'introduction. On arrive au module vraiment technique.